Le cristal tintait contre le cristal dans le salon de Béatrice, où 60 invités célébraient ses 65 ans. Colette ajustait discrètement les canapés sur les plateaux d'argent, invisibles parmi les costumes et robes de soirée. 3 ans plus tôt, elle était aide-comptable dans un cabinet respectable. Aujourd'hui, à 32 ans, elle nettoyait les toilettes de sa belle-mère. Le licenciement économique avait tout changé. Mais ironiquement, c'était elle qui tenait les comptes de Béatrice, notant chaque dépense dans un cahier bleu qu'elle gardait dans la cuisine. 15 000 € de retrait en liquide ces 6 derniers mois, toujours justifiés par des cadeaux pour Laurent. Laurent, son mari, discutait près de la cheminée avec des hommes en costume sombre. Il ne la regardait jamais quand elle servait, comme si reconnaître publiquement qu'il avait épousé la femme de ménage le diminuait socialement. Colette posa un plateau près de M. Rousseau, son ancien patron. L'homme la salua d'un sourire chaleureux. « Colette, comment allez-vous ? Vous me manquez au bureau, vous savez. » Elle rougit, touchée par cette reconnaissance. M. Rousseau l'avait licenciée avec le cœur lourd, répétant qu'elle était irremplaçable. Soudain, un cri perçant déchira l'atmosphère feutrée. Béatrice dévalait l'escalier, les cheveux défaits, le visage livide. « Mes bijoux, ils ont disparu !» Le silence tomba comme une chape de plomb. Béatrice se dirigea directement vers Colette, l'index pointé comme une arme. C'est elle. Elle était seule dans la maison cet après-midi. Elle connaît la cachette du coffre. Les murmures s'élevèrent. 60 paires d'yeux se tournèrent vers Colette. Elle sentit ses jambes flageoler. « Madame Béatrice, je n'ai rien pris. Je vous le jure. » Mais Laurent avançait déjà, le visage déformé par une rage qu'elle ne lui connaissait pas. Ses doigts se refermèrent sur ses cheveux. « Rends-moi ces bijoux !» Il la tira violemment vers lui. La douleur explosa dans son crâne. Devant M. Rousseau, devant tous ces gens respectables qui la regardaient maintenant comme une voleuse. « Laurent, arrête !» balbutia-t-elle. « 200 000 €, tu crois qu'on va te laisser nous ruiner ?» Les larmes coulaient librement sur ses joues. Pas à cause de la douleur physique, mais parce que l'homme qu'elle aimait depuis 5 ans venait de la détruire publiquement, sans une seconde d'hésitation. Béatrice avait déjà composé le numéro de la police. « Oui, bonjour, je voudrais signaler un vol. Ma belle-fille a volé mes bijoux de famille. » Colette croisa le regard de M. Rousseau. Elle y lut de la compassion, mais aussi de la gêne. Il détourna les yeux. Quand les sirènes retentirent dans la rue, Colette comprit que sa vie venait de basculer. Pas seulement à cause de l'accusation, mais parce qu'elle venait de découvrir qui était vraiment l'homme qu'elle avait épousé. Les menottes se refermèrent sur ses poignets avec un claquement métallique définitif. 18 heures au commissariat. 18 heures à répéter les mêmes mots dans une salle aux murs gris. Je n'ai rien volé. L'inspecteur Moreau, proche de la retraite, semblait davantage préoccupé par son café que par l'enquête. Les preuves contre elle restaient faibles. Ses empreintes sur le coffre, normales, elle faisait le ménage et sa présence seule dans la maison l'après-midi du vol. « Vous pouvez partir, madame, mais ne quittez pas la région. » Colette récupéra ses affaires dans un sac plastique froissé. Ses clés de maison tintaient au fond. Elle ne savait pas encore qu'elles ne serviraient plus à rien. Le taxi la déposa devant l'immeuble familier. Elle gravit les 3 étages, le cœur battant d'espoir. Peut-être Laurent l'attendait-il, prêt à s'excuser pour sa réaction brutale? Peut-être avait-il eu le temps de réfléchir? La clé tourna dans le vide. Laurent avait changé la serrure. Colette s'effondra contre la porte. Les voisins passèrent dans le couloir en détournant le regard. Madame Chen, qui lui souriait toujours, pressa le pas en évitant ses yeux. La nouvelle avait fait le tour de l'immeuble. Son téléphone vibra. Un message de sa sœur Emma. « Je ne peux pas t'héberger. Désolée. Les gens parlent déjà au travail. » Emma, infirmière à l'hôpital Saint-Louis, avait toujours été prudente. Trop prudente. Même sa propre sœur l'abandonnait par peur du qu'en dira-t-on. Assise sur les marches froides de l'escalier, Colette compta l'argent dans son portefeuille. 847 €. Ses économies de femme de ménage. De quoi survivre quelques semaines, pas plus. Elle trouva un petit hôtel miteux près de la gare. La chambre sentait l'humidité et la cigarette froide. Un lit défoncé, une fenêtre qui donnait sur un mur aveugle. Le récepteur regardait ses informations à la télévision en mâchant un cure-dent. Combien de nuits ? Je ne sais pas encore.
Il haussa les épaules et lui tendit une clé usée. Seule dans cette chambre sinistre, Colette sortit le cahier bleu de son sac. Ses notes comptables sur les finances de Béatrice. Pendant 3 ans, elle avait méticuleusement enregistré chaque dépense, chaque rentrée d'argent. C'était devenu une habitude professionnelle. Elle étala les pages sur le lit des faits. Quelque chose clochait. Ces 15 000 € de retrait en espèces sur 6 mois. Béatrice prétendait acheter des cadeaux pour Laurent, mais Colette n'avait jamais rien vu arriver à la maison. Pas de paquet, pas de nouvelles acquisitions. Ses doigts tracèrent les colonnes de chiffres. Son œil d'ancienne comptable détectait les anomalies comme un détecteur de métal. Les montants étaient toujours ronds, 1 000 €, 2 000 €, jamais de sommes précises comme de vrais achats. Et cette augmentation récente de l'assurance bijoux? Béatrice avait insisté pour revoir la couverture, au cas où. Colette avait trouvé cela prudent. Maintenant, ce détail prenait une couleur différente. Elle referma le cahier, une étrange sensation dans l'estomac. Et si l'accusation n'était qu'un écran de fumée? Et si quelqu'un d'autre avait intérêt à faire disparaître ses bijoux? Son téléphone sonna. Laurent. Colette, où es-tu? Sa voix était différente, moins agressive, presque hésitante. Dans un hôtel. Tu as changé les serrures. Maman m'a dit que c'était nécessaire. Le temps que tout se règle. Tu me crois, Laurent? Un silence. Trop long. Trop lourd. Je ne sais plus quoi penser, Colette. Les preuves. Quelles preuves? Mes empreintes sur un coffre que je nettoie chaque semaine? Il y a autre chose. La police a trouvé un reçu dans ta voiture. Un reçu de vente d'or daté d'hier. Le sang de Colette se glaça. Elle n'avait jamais vendu d'or de sa vie. C'est impossible, Laurent. Quelqu'un a mis ça dans ma voiture. Qui ferait une chose pareille? Quelqu'un qui a intérêt à me faire accuser. Laurent soupira longuement. Maman pense que tu traverses une période difficile, que tu as peut-être agi sans réfléchir. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Nouveau silence. Cette fois, il lui donna sa réponse. Je pense qu'on devrait prendre du temps, chacun de son côté. La communication s'interrompit. Colette fixa l'écran noir de son téléphone. En une soirée, elle avait perdu son mari, sa famille, sa réputation, son foyer. Mais quelque chose grandissait en elle, plus fort que la douleur. Une détermination froide et calculatrice qu'elle ne se connaissait pas. Si on voulait la détruire, il faudrait le mériter. Elle allait découvrir qui avait placé ce reçu dans sa voiture. Et pourquoi? Elle rouvrit le cahier bleu et commença à noter tout ce qu'elle savait sur les habitudes de Béatrice. Heure par heure, jour par jour. La vérité était quelque part dans ces chiffres, et elle la trouverait. Une semaine plus tard, Colette frappait à la porte de Madame Dubois, une veuve élégante du 16e arrondissement qui cherchait une femme de ménage. L'ironie du sort, elle était redevenue ce qu'elle était avant son mariage. « Vous avez d'excellentes références », dit Madame Dubois en parcourant le CV improvisé. « Mais j'ai entendu parler de cette histoire dans les journaux. » Colette serra les dents. L'affaire avait fait la une du journal local. Femme de ménage accusée de vol chez sa belle-mère notable. « Je suis innocente, madame, et j'ai besoin de travailler. » Madame Dubois l'étudia longuement, puis hocha la tête. « J'ai toujours eu l'instinct pour juger les gens. Vous commencez lundi. » Le travail lui permit de survivre, mais surtout d'observer. Dans ces maisons bourgeoises, les langues se déliaient facilement devant la domestique. Colette était redevenue invisible, ce qui lui donnait un avantage inattendu. Chez Madame Dubois, elle croisa Madame Laurent, une amie de Béatrice. « Pauvre Béatrice », soupira Madame Laurent en sirotant son thé. « Cette histoire de vol l'a beaucoup affectée. Heureusement qu'elle a ses petites distractions. »« Ses distractions ?» demanda Madame Dubois. « Son club de bridge du jeudi soir. Elle y va religieusement depuis des mois. Rue de la Pompe, je crois. » Colette manqua de lâcher son chiffon. Béatrice, qui sortait tous les jeudis soirs en prétextant des réunions de quartier, elle jouait au bridge dans un club privé. Le surlendemain, Colette se postait discrètement rue de la Pompe. L'établissement était cossu, discret. Une plaque dorée. Cercle Saint-Germain. Membre seulement. À 22h, Béatrice sortit, visiblement agitée. Elle parlait au téléphone, sa voix portant dans la rue silencieuse. « Non, je vous dis que c'est temporaire.
La semaine prochaine, j'aurai l'argent. » Colette se plaqua contre un Porsche. Béatrice raccrocha brutalement et monta dans un taxi. Le lendemain, elle retourna chez Madame Dubois. En nettoyant le bureau, elle remarqua des documents d'assurance étalés sur la table. « Vous renouvelez votre assurance ?» demanda-t-elle innocemment. « Oui, depuis cette histoire chez votre belle-mère. J'ai doublé la couverture de mes bijoux. On n'est jamais trop prudent. » Colette faillit s'étouffer. Elle se souvenait maintenant, 3 mois avant le vol, Béatrice avait insisté pour revoir son contrat d'assurance. « Il faut moderniser tout ça », avait-elle dit. L'expert était venu réévaluer les bijoux à 200 000 €. Ce soir-là, dans sa chambre d'hôtel, Colette sortit à nouveau son cahier bleu. Elle traça une timeline. Augmentation de l'assurance en février, début des retraits d'argent en mars, vol en septembre. 6 mois de préparation. Elle nota également les nouvelles informations. Club de bridge, dettes apparentes, stress au téléphone. Le puzzle prenait forme. Mais il lui manquait une pièce essentielle. La preuve que Béatrice avait elle-même fait disparaître les bijoux. Le vendredi suivant, elle décida de suivre Béatrice jusqu'au club. Cette fois, elle attendit plus longtemps. Vers minuit, sa belle-mère ressortit en compagnie d'un homme qu'elle ne connaissait pas. Grand, cheveux gris, costume impeccable. Il se disputait à voix basse. « Vous me devez 15 000 €, madame. Mes associés commencent à perdre patience. Je vous dis que c'est réglé. Dans quelques jours, j'aurai l'argent de l'assurance. » L'homme secoua la tête. « Si ce n'est pas versé avant la fin du mois, nous prendrons d'autres dispositions. » Il s'éloigna, laissant Béatrice tremblante sur le trottoir. Colette attendit que sa belle-mère parte avant de s'approcher du club. Le portier fumait une cigarette dehors. « Excusez-moi, la dame qui vient de sortir, elle a des problèmes ?» L'homme la regarda méchamment. « Qu'est-ce que ça peut vous faire ? C'est ma belle-mère, je m'inquiète. » Le portier hésita, puis haussa les épaules. « Elle doit un paquet. Les jeux privés, c'est risqué quand on ne sait pas s'arrêter. » Les jeux privés. Béatrice ne jouait pas seulement au bridge innocent. Elle s'était endettée dans des parties d'argent illégales. Colette rentra à l'hôtel avec le cœur qui battait. Elle tenait enfin le mobile. Béatrice avait vendu ses propres bijoux pour payer ses dettes de jeu, puis déclaré un faux vol pour toucher l'assurance. Un double bénéfice parfait. Restait à le prouver. Elle ouvrit son cahier à une page blanche et commença à rédiger un plan. Méthodique, précis, comme l'ancienne comptable qu'elle était. Si Béatrice croyait l'avoir détruite, elle se trompait. Colette allait lui montrer ce que valait réellement une simple femme de ménage, quand on la poussait à bout. La guerre venait de commencer. Et cette fois, elle connaissait l'ennemi. 2 semaines après sa découverte au club, Colette se trouvait dans une impasse. Elle savait maintenant pourquoi Béatrice avait orchestré le vol, mais elle n'avait aucune preuve tangible. Qui croirait la parole d'une femme de ménage accusée contre celle d'une notable respectée ? Ce matin-là, elle nettoyait les vitres de Madame Dubois quand une camionnette s'arrêta devant l'immeuble. Serrurerie Julien, dépannage 24h24, était peint sur les flancs. Un homme en bleu de travail en descendit, sa caisse à outils à la main. Colette le reconnut immédiatement. C'était lui qui avait changé les serrures de son ancien appartement, sur ordre de Laurent. Elle l'avait croisé dans l'escalier ce jour-là, mais il n'avait pas parlé. Julien leva les yeux vers les fenêtres et l'aperçut. Leurs regards se croisèrent. Il hésita, puis lui fit un petit signe de la main. Un geste simple, mais le premier témoignage de sympathie qu'elle recevait depuis des semaines. À l'heure du déjeuner, elle le retrouva assis sur un banc du square voisin, mangeant un sandwich. « Vous vous souvenez de moi ?» demanda-t-elle en s'approchant. « Colette, c'est ça ? La femme dont l'histoire fait le tour du quartier. » Elle s'attendait à du mépris, mais sa voix était neutre, presque bienveillante. « Vous croyez que je suis coupable ?» Julien mâcha longuement avant de répondre. « J'ai changé beaucoup de serrures dans ma vie. Après des cambriolages, des divorces, des expulsions, on apprend à reconnaître les vraies victimes des autres. » Il la regarda droit dans les yeux. « Et vous, vous avez la tête de quelqu'un qui se fait avoir, pas de quelqu'un qui fait avoir les autres. » Ces mots simples touchèrent Colette plus profondément que tous les discours d'avocat. Quelqu'un la croyait enfin. « Pourquoi vous me dites ça ? » Parce que j'ai déjà été accusée à tort. Il y a 3 ans, un client prétendait que j'avais volé sa montre pendant une intervention. Heureusement, j'avais un alibi en béton.
mais ça m'a marqué. Julien emballa les restes de son sandwich. La différence entre nous, c'est que moi, j'ai eu de la chance. Vous, on dirait que quelqu'un s'acharne. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai changé vos serrures, mais j'ai aussi fait d'autres boulots dans votre ancien quartier. Les gens parlent. Votre belle-mère a fait changer son coffre-fort la semaine après votre arrestation. Bizarre, non? Colette sentit son sang se glacer. Béatrice avait changé son coffre? Pourquoi faire ça si les bijoux avaient réellement été volés? Vous en êtes sûr? Certain. C'est mon collègue Bruno qui s'en est occupé. Elle prétendait que l'ancien n'était plus assez sécurisé après le vol. Une pièce de plus dans le puzzle. Béatrice effaçait les traces. Julien, vous pourriez m'aider à prouver mon innocence? Il la regarda longuement. 40 ans environ, des rides de sourire autour des yeux, des mains calleuses mais soignées. Le genre d'homme qui répare les choses cassées, pas qui les brise. Qu'est-ce que vous avez en tête? Colette lui raconta tout. Les retraits d'argent suspects, le club de jeux privé, les dettes, la conversation qu'elle avait surprise. Julien l'écoutait sans l'interrompre, hochant parfois la tête. Si c'est vrai, votre belle-mère est plus maligne que je pensais, mais aussi plus dangereuse. Pourquoi dangereuse? Parce que si elle a monté un plan aussi élaboré pour vous faire accuser, elle ne reculera devant rien pour vous empêcher de révéler la vérité. Cette perspective glaça Colette, mais renforça aussi sa détermination. J'ai besoin de preuves, et je ne peux pas y arriver seule. Julien réfléchit un moment. Dans mon métier, on entre dans beaucoup de maisons. On voit des choses. On entend des conversations. Les gens nous remarquent à peine, comme vous avec votre ménage. Il se leva et épousseta son pantalon. J'ai des clients dans votre ancien quartier. Je peux poser quelques questions discrètes. Pourquoi vous feriez ça pour moi? Parce que la justice, ça me tient à cœur. Et parce que votre histoire me rappelle trop la mienne. Il lui tendit sa carte professionnelle. Appelez-moi ce soir. On va établir un plan. Colette regarda la carte. Julien Moreau, serrurerie artisanale. Un nom honnête pour un homme qui semblait l'être aussi. Pour la première fois depuis des semaines, elle ne se sentait plus seule. Quelqu'un la croyait. Quelqu'un acceptait de l'aider sans rien demander en retour. En retournant chez Madame Dubois, elle repensa aux paroles de Julien sur Béatrice. Plus dangereuse que je pensais. Peut-être. Mais Colette aussi était plus forte qu'elle ne l'avait cru. Sa belle-mère avait sous-estimé la simple femme de ménage. Cette erreur allait lui coûter cher. Le soir même, Colette composa le numéro de Julien. Il décrocha à la première sonnerie. « Alors, on commence quand ?»« Dès demain, » répondit-elle, avec une détermination nouvelle. « Il est temps que Béatrice découvre ce que vaut vraiment une femme qu'elle croit avoir détruite. » 3 semaines d'enquête discrète avaient porté leurs fruits. Julien connaissait tous les commerçants du quartier grâce à ses interventions de dépannage. Les langues se déliaient facilement devant le serrurier sympathique qui prenait toujours le temps d'écouter. Ce matin-là, ils se retrouvèrent dans le petit café où ils avaient pris l'habitude de faire le point. Julien posa une enveloppe Kraft sur la table, l'air grave. « J'ai trouvé quelque chose. Mais ça ne va pas te plaire. » Colette sentit son estomac se nouer. Ces dernières semaines, elle avait appris à redouter les révélations de Julien, même si elles la rapprochèrent de la vérité. « Dis-moi tout. » Marcel Fontaine, le bijoutier de la rue Le Courbe. Il a une réputation, disons, flexible sur l'origine des bijoux qu'on lui apporte. Julien sortit une photo floue de l'enveloppe. Je l'ai prise depuis ma camionnette mercredi dernier. Regarde bien qui entre dans sa boutique. Colette examina le cliché. Une silhouette féminine élégante. Un foulard Hermès caractéristique. Son sang se glaça. Béatrice. Elle y est allée 3 fois en 2 semaines. Toujours avec un petit sac. Jamais les mains vides en ressortant. La nausée submergea Colette. Ainsi, sa belle-mère continuait à vendre des bijoux après l'avoir fait accuser de vol. L'humiliation était encore plus profonde qu'elle ne l'avait imaginé. « Il y a autre chose », continua Julien en sortant une 2e photo. « J'ai vérifié les dates avec mes carnets de rendez-vous. La première visite de Béatrice chez Fontaine, c'était 3 jours avant la soirée où tu as été accusée. Le monde s'effondra autour de Colette. Béatrice avait vendu les bijoux avant la soirée. Tout était prémédité. L'accusation, les larmes, l'appel à la police,
Du théâtre parfaitement orchestré. Elle avait tout planifié. Ce n'est pas fini. J'ai aussi récupéré ça. Julien posa son téléphone sur la table. L'écran montrait une conversation SMS récupérée par son ami informaticien qui travaillait discrètement pour plusieurs clients indiscrets. Regarde les messages entre Laurent et sa mère, 2 jours avant la soirée. Colette lut avec des mains tremblantes. Béatrice, tu es sûre que c'est la bonne solution ? Laurent, maman, on n'a pas le choix. Tes dettes sont trop importantes. Béatrice, et pour Colette ? Laurent, elle s'en remettra. C'est juste une employée. Elle trouvera autre chose. Béatrice, j'ai peur qu'elle se doute de quelque chose. Elle a accès à tous mes papiers. Laurent, raison de plus. Mieux vaut qu'elle disparaisse de nos vies maintenant. Les larmes coulèrent sur les joues de Colette. Laurent savait. Non seulement il savait que sa mère était coupable, mais il avait participé au plan pour la faire accuser à sa place. Juste une employée, murmura-t-elle. L'homme qu'elle avait aimé, pour qui elle avait abandonné sa carrière, qui partageait son lit depuis 5 ans, la considérait comme quantité négligeable, sacrifiable pour sauver les apparences familiales. Il avait des soupçons depuis des mois sur les problèmes d'argent de sa mère, continua Julien avec douceur. Les sorties nocturnes, la nervosité, les coups de téléphone secrets, mais il a préféré fermer les yeux plutôt que d'affronter la réalité. Colette revoyait maintenant tous les signes qu'elle avait négligés. Les regards fuyants de Laurent quand elle posait des questions sur Béatrice. Sa nervosité croissante les semaines précédant la soirée. Sa réaction si violente le soir de l'accusation. Ce n'était pas de la colère, réalisa-t-elle. C'était de la culpabilité. Il savait qu'il me détruisait. Et il l'a fait quand même, parce que sacrifier sa femme lui paraissait plus acceptable que voir sa mère en prison. Colette ferma les yeux, submergée par une douleur qu'elle n'avait jamais ressentie. L'accusation de Béatrice était cruelle, mais compréhensible. Elle sauvait sa peau. Mais Laurent l'avait délibérément jeté au loup par lâcheté et mépris de classe. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. « On va voir Marcel Fontaine. Avec ses preuves, il parlera. Et on récupère les reçus de vente qui prouveront que Béatrice a vendu ses bijoux avant de t'accuser de les avoir volés. » Colette hocha la tête, mais quelque chose avait changé en elle. Sa quête de justice venait de se transformer en quelque chose de plus profond et de plus dur. Elle ne voulait plus seulement prouver son innocence. Elle voulait que Béatrice et Laurent paient, vraiment payé, pour l'humiliation, pour la trahison, pour avoir cru qu'une simple employée se laisserait détruire sans réagir. Julien, quand tout ça sera fini, ils vont comprendre qu'ils ont sous-estimé la mauvaise personne. Il la regarda, surpris par le changement de ton. La femme fragile et désemparée qu'il avait rencontrée 3 semaines plus tôt avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de plus dur, de plus déterminé. Quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre et tout à venger. « Allons-y », dit-elle en se levant. « Il est temps que Marcel Fontaine nous explique exactement ce qu'il a acheté à Béatrice. » Et quand ? En sortant du café, Colette sentit une étrange paix l'envahir. La vérité était douloureuse, mais elle la libérait. Elle savait maintenant exactement contre qui elle se battait. Et elle allait gagner. La bijouterie de Marcel Fontaine se trouvait dans une rue discrète du 15e arrondissement. Vitrine poussiéreuse, néon fatigué, l'endroit n'inspirait pas confiance. Exactement le genre d'établissement où une femme respectable ne devrait jamais mettre les pieds. Julien poussa la porte, déclenchant une sonnette grinçante. Colette le suivit, le cœur battant. Au comptoir, un homme bedonnant d'une 60aine d'années examinait une montre à la loupe. « Qu'est-ce que je peux pour vous ?» Marcel Fontaine avait la voix rauque d'un fumeur et des yeux qui jaugeaient immédiatement la valeur de ce qu'on lui apportait. Son regard s'attarda sur Colette, avec une curiosité malsaine. « On aimerait vous parler de Madame Béatrice Moreau, » dit Julien sans préambule. Le bijoutier se raidit imperceptiblement. « Connais pas. » Julien posa les photos sur le comptoir. Béatrice entrant dans la boutique, ressortant avec de l'argent. Mémoire défaillante, Marcel Fontaine étudia les clichés, puis releva la tête vers Colette. « Et vous, vous êtes qui ?» Sa belle-fille, celle qu'elle a fait accuser du vol de ses bijoux. Un sourire cynique étira les lèvres du bijoutier. « Ah, l'histoire dont parlent les journaux. Intéressant.
Il se dirigea vers l'arrière-boutique et revint avec un carnet noir graisseux. Béatrice Moreau. Première visite le 18 septembre. Collier de perles et bague saphir. 5 000 €. Colette sentit ses jambes flageoler. Le 18 septembre, c'était 3 jours avant la soirée. Deuxième visite le 21 septembre, le soir même de votre incident. Parure de diamant. 15 000 €. Le soir même, répéta Colette, abasourdie. Vers 23 heures. Elle était très agitée, pressée de récupérer l'argent. Elle m'a dit qu'elle partait en voyage le lendemain matin. Béatrice était venue vendre d'autres bijoux le soir où elle l'avait fait arrêter. Pendant que Colette croupissait au commissariat, sa belle-mère liquidait tranquillement le reste de ses biens. « Pourquoi vous nous racontez ça ?» demanda Julien. Marcel haussa les épaules. « Parce que cette femme m'a énervée. Elle me prenait pour un imbécile, pensait que je ne comprendrais pas son petit jeu. » Il referma brutalement le carnet. Elle me répétait qu'il fallait faire vite, que la police ne devait pas remonter jusqu'à moi, comme si j'étais née de la dernière pluie. « Vous avez gardé les reçus ?» demanda Colette, osant à peine espérer. « Bien sûr, j'archive tout pour mes impôts. » Il fouilla dans un classeur métallique et en sortit 2 factures jaunies. « Tenez, avec ça, vous pourrez prouver qu'elle a vendu ses bijoux avant de vous accuser. Jolie preuve de préméditation. » Colette prit les documents d'une main tremblante. Des preuves écrites, datées, signées. La réalité noire sur blanc de la manipulation de Béatrice. « Pourquoi vous nous aidez ?» insista Julien. « Parce que j'ai une fille de votre âge, » dit Marcel en regardant Colette. « Et que si quelqu'un lui faisait ça, j'aimerais qu'on l'aide. » Il se pencha vers eux, baissant la voix. « Et puis, entre nous, cette Béatrice commence à m'inquiéter. Elle est revenue hier, voulait que je lui rachète des couverts en argent. Mais elle était accompagnée de types pas très recommandables. Quel genre de type? Le genre qui collectionne les dettes impayées, si vous voyez ce que je veux dire. » Colette et Julien échangèrent un regard. Les créanciers de Béatrice se faisaient pressants. Elle a vendu les couverts? Non, pas assez de valeur pour couvrir ce qu'elle doit, apparemment. Les types n'étaient pas contents. Marcel se redressa, soudain mal à l'aise. « Écoutez, j'ai fait ce que je pouvais pour vous aider. Mais maintenant, oubliez que vous m'avez vu. » Cette histoire devient dangereuse. Dehors, Colette serrait les reçus contre sa poitrine comme un trésor. Enfin, elle tenait la preuve irréfutable de l'innocence. « On va directement au commissariat ?» demanda Julien. « Non. D'abord, je veux que Béatrice sache que je sais. Je veux voir sa tête quand elle comprendra que sa simple employée l'a démasquée. » Julien la regarda avec inquiétude. « Colette, Marcel a raison. Si elle a des dettes avec des gens dangereux, alors elle aura d'autres problèmes que moi à gérer. » Pour la première fois depuis des semaines, Colette souriait. Un sourire dur, sans joie, mais déterminé. « J'ai été humiliée devant 60 personnes. Je veux qu'elle sache qu'elle a perdu avant que la police l'arrête. » Elle glissa les reçus dans son sac. « Béatrice m'a sous-estimée. Laurent m'a trahi. Maintenant, ils vont découvrir ce que ça coûte de détruire quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. » La guerre touchait à sa fin. Et Colette avait enfin les armes pour la gagner. 2 jours plus tard, Colette se tenait devant la villa de Béatrice, les reçus de Marcel Fontaine dans une enveloppe. Julien l'attendait dans sa camionnette, prêt à intervenir si la situation dégénérait. Elle sonna. Laurent ouvrit, le visage défait. Il avait maigri, des cernes creusaient à ses yeux. La culpabilité sans doute. « Colette, qu'est-ce que tu fais là ? Je viens voir ta mère. Il faut qu'on parle. Elle n'est pas en état. Depuis quelques jours, elle est très nerveuse. J'imagine. Les créanciers deviennent pressants, paraît-il. » Laurent pâlit. Ainsi, il était au courant pour les dettes de jeu. « Comment tu sais ça ?» Colette ne répondit pas et poussa la porte. La villa qu'elle avait nettoyée pendant 3 ans lui semblait maintenant étrangère. Les meubles Louis XVI, les tapis persans, tout ce luxe payé par la fraude. Béatrice descendait l'escalier, élégante malgré la fatigue. Elle s'arrêta net en voyant Colette. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?»« Bonjour Béatrice, j'ai quelque chose qui vous appartient. » Colette sortit l'enveloppe et la posa sur la table du salon. Béatrice la regarda sans comprendre. « Ouvrez. » D'une main hésitante, Béatrice sortit les reçus de Marcel Fontaine. Ses yeux parcoururent les dates, les montants, sa propre signature. Le sang quitta son visage. « Où
Où avez-vous trouvé ça? Peu importe. L'important, c'est que la police les aura demain matin. Laurent s'approcha et lut par-dessus l'épaule de sa mère. Il recula comme s'il avait touché du feu. « Maman, tu as vendu les bijoux 3 jours avant la soirée ?» Béatrice ne répondit pas, fixant les preuves de sa culpabilité. « Et le soir même où je me faisais arrêter, » continua Colette. « Pendant que je passais la nuit au commissariat, vous vendiez tranquillement d'autres bijoux pour 23 000 €. Le silence pesait comme une chape de plomb. Laurent s'effondra dans un fauteuil. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Tu le savais, Laurent ?» dit Colette en se tournant vers lui. « Tes SMS avec ta mère le prouvent. Tu savais que j'étais innocente et tu m'as quand même sacrifiée. » C'était pour sauver la famille. Non, c'était parce que pour toi, je n'étais qu'une employée. Jetable. Béatrice redressa soudain la tête, retrouvant sa hauteur habituelle. « Et alors? Vous croyez que ça change quoi? Vous restez ce que vous êtes, une femme de ménage sans éducation qui a épousé au-dessus de sa condition. » Laurent la regarda, horrifié. « Maman, arrête. Non, cette fille nous a extorqué de l'argent pendant des années avec son petit mariage. Au moins, maintenant on en est débarrassé. » Colette sourit. Ce mépris de classe confirme ses soupçons. Béatrice ne regrettait rien. Vous avez raison sur un point. Je ne suis qu'une femme de ménage. Mais j'ai quelque chose que vous n'avez pas. De l'intelligence. Elle se dirigea vers la porte. Les recibos prouvent que vous avez organisé une fraude à l'assurance. La police rouvrira l'enquête. Et cette fois, vous ne pourrez accuser personne d'autre. En sortant, elle entendit Laurent supplier sa mère. « Il faut appeler un avocat. Il faut surtout que tu arrêtes de paniquer. » Mais la voix de Béatrice tremblait. Pour la première fois, elle avait peur. Le lendemain matin, Colette et Julien se présentèrent au commissariat. L'inspecteur Moreau, le même qui avait bâclé l'enquête initiale, examina les reçus avec un intérêt soudain. Ces documents semblent authentiques. Nous allons procéder à l'arrestation de Madame Béatrice Moreau. 3 heures plus tard, Béatrice était menottée devant sa villa. Les voisins regardèrent depuis leurs fenêtres. L'humiliation publique, exactement comme Colette l'avait subie. Les journaux s'emparèrent de l'affaire. Notable arrêté pour fraude. Sa belle-fille innocentée. L'histoire fit sensation. La respectable Béatrice Moreau, ancienne notaire, condamnée pour avoir monté une arnaque contre sa propre belle-fille. Le procès fut expéditif. Face aux preuves accablantes, Béatrice plaida coupable. Fraude à l'assurance, dénonciation calomnieuse. Elle écopait de 18 mois de prison avec sursis et d'une amende considérable. Plus grave encore, l'assurance refusa le remboursement et exigea le remboursement des frais d'enquête. Laurent dut vendre la villa familiale pour couvrir les dettes. 1 mois après le procès, il frappa à la porte du studio que Colette avait loué avec l'argent de l'indemnisation. « Colette, je sais que j'ai tout gâché, mais on pourrait peut-être... » Recommencer? Elle le regarda avec pitié. « Laurent, tu m'as trahi pour sauver une mère qui me méprisait. Tu n'as jamais eu confiance en moi. J'étais perdue, je ne savais plus quoi penser. Moi, je sais exactement quoi penser maintenant. » Elle ferma doucement la porte. Laurent resta un moment sur le palier, puis s'éloigna. Il avait perdu sa femme, sa maison. Sa mère était en disgrâce. Le prix de la lâcheté. Colette, elle, avait retrouvé quelque chose de plus précieux que tout. Sa dignité. Et bientôt, elle aurait bien plus encore. 6 mois après le procès, Colette regardait par la fenêtre de son nouveau bureau. Éclat service, nettoyage de prestige, était gravé en lettres dorées sur la vitrine. Son entreprise comptait déjà 8 employés, toutes des femmes en difficulté qu'elle avait choisies avec soin. L'indemnisation de 50 000 € versée par Béatrice avait constitué le capital de départ. Mais le vrai moteur de son succès, c'était sa détermination à prouver qu'une simple femme de ménage pouvait diriger une affaire prospère. Ses clientes étaient les mêmes femmes de la haute bourgeoisie qui l'avaient méprisée. Maintenant, elle la respectait comme chef d'entreprise. L'ironie était délicieuse. Madame Colette, sa secrétaire, Marie, passa la tête par la porte. Maître Rousseau au téléphone. Il dit que c'est urgent. Colette décrocha, intriguée. Son avocat semblait excité. Colette, j'ai une excellente nouvelle. L'appartement de votre ex-mari passe en vente judiciaire la semaine prochaine.
Les créanciers récupèrent leurs fonds. Le cœur de Colette s'accéléra. L'appartement qu'elle avait partagé avec Laurent pendant 3 ans, celui dont elle avait été chassée, quel est le prix de départ? 120 000 €, bien en dessous de sa valeur réelle. Dans votre situation financière actuelle, je m'en porte acquéreur. Vous êtes sûr? C'est un investissement important. Colette sourit. Ce n'était pas un investissement. C'était la cerise sur le gâteau de sa vengeance. Le jour de la vente, elle se présenta au tribunal avec un chèque de banque. 3 autres acquéreurs potentiels attendaient, mais aucun n'avait les reins assez solides pour surenchérir face à une femme d'affaires déterminée. Adjugée pour 130 000 € à Madame Colette Dubois. Elle avait repris son nom de jeune fille après le divorce. Fini le nom de cette famille qui l'avait trahie. Le lendemain, elle se rendit à l'appartement avec le serrurier. Laurent ouvrait la porte, une valise à la main. Il s'arrêta net en la voyant. « Colette, qu'est-ce que tu fais là ?»« Bonjour Laurent. Je viens visiter mon appartement. »« Ton appartement ?» Elle agita les clés sous ses yeux. « J'ai acheté hier à la vente judiciaire. Légalement, je suis chez moi. » Laurent vacilla comme si elle l'avait frappé. Son visage se décomposa. « Tu as fait ça par vengeance ?»« Non, par pragmatisme. C'était un bon investissement. » Elle entra dans le salon qu'elle avait nettoyé des centaines de fois. Les meubles étaient toujours là, mais l'atmosphère avait changé. C'était maintenant son territoire. « Tu as 15 jours pour déménager, » dit-elle calmement. « Après, si tu veux rester, on peut discuter d'un bail de location. »« Un bail ? Tu veux que je devienne ton locataire ? » ?»« Pourquoi pas ? Tu cherches un logement, j'ai un appartement à louer. Business is business. » Laurent la regarda avec un mélange d'admiration et d'effroi. La femme timide qu'il avait épousée avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de plus dur, de plus calculateur. « Colette, je sais que j'ai merdé, mais transformer notre ancien foyer en... » « En quoi ? En leçon de justice ?» Elle se tourna vers lui, le regard froid. « Tu te souviens de ce que tu as dit à ta mère ? Que j'étais juste une employée ? Qu'on pouvait me jeter comme un Kleenex ?» Laurent baissa la tête. « Maintenant, c'est moi qui décide. Et tu sais quoi ? Je te propose de rester. 800 € par mois, charges comprises. C'est en dessous du marché. » « Pourquoi tu ferais ça ?» Colette sourit, mais son sourire n'avait rien de chaleureux. « Parce que chaque matin, en te réveillant ici, tu te souviendras que la simple employée que tu as trahie est devenue ta propriétaire. Chaque mois, en me versant ton loyer, tu me remercieras de ne pas t'avoir mis à la rue. » Laurent resta silencieux, assommé par l'ironie de la situation. « Réfléchis, tu as 3 jours pour me donner ta réponse. » En sortant, Colette croisa Julien sur le palier. Il l'attendait, adossé au mur. « Alors, comment il a pris la nouvelle ?» Comme une leçon d'humilité. Il en avait besoin. Julien la prit par la taille. Leur relation avait évolué naturellement, construite sur le respect mutuel et la confiance. Tout l'opposé de son mariage avec Laurent. « Tu n'es pas trop dur avec lui ? Je lui offre un toit à prix correct. C'est plus que ce qu'il méritait. » Ils descendirent ensemble vers la camionnette. Colette se retourna une dernière fois vers l'immeuble. Dans 3 jours, Laurent accepterait sa proposition. Il n'avait pas le choix. Ses amis l'avaient abandonné après le scandale. Sa mère était en disgrâce. Il n'avait nulle part où aller. La roue avait tourné. La femme de ménage humiliée était devenue l'employeuse. L'accusée était devenue la propriétaire. La victime avait gagné. Et le plus beau dans tout ça, c'était parfaitement légal. 2 ans plus tard, la mairie du 12e arrondissement bruissait d'une activité joyeuse. Colette ajustait sa robe blanche simple mais élégante dans le miroir des toilettes. Rien d'ostentatoire. Juste la beauté naturelle d'une femme épanouie qui avait reconstruit sa vie. « Tu es magnifique », murmura Marie. Sa témoin est désormais associée dans l'entreprise. Par la fenêtre, Colette aperçut la petite foule qui l'attendait. Ses 8 employés, devenus ses amis les plus chers. Monsieur Rousseau, son ancien patron, qui avait toujours cru en elle. Quelques voisins du quartier qui la respectaient maintenant. Et Julien, superbe dans son costume bleu marine, qui l'attendait avec un sourire radieux. « Madame la mariée, c'est l'heure !» annonça l'employé municipal. La cérémonie fut simple et émouvante. Quand le maire prononça les mots « unis par les liens du mariage », Colette sentit une paix profonde l'envahir.
Elle avait trouvé l'amour véritable avec un homme qui la respectait, la soutenait, la considérait comme son égale. « Je peux embrasser la mariée ?» demanda Julien avec malice. Leur baiser scella non seulement leur union, mais aussi la fin définitive de l'ancien chapitre de sa vie. En sortant de la mairie, Colette remarqua une silhouette familière sur le trottoir d'en face. Laurent, en costume sombre, les observait de loin. Il avait maigri. Ses cheveux commençaient à grisonner. Depuis qu'il habitait comme locataire dans leur ancien appartement, ils se croisaient parfois. Leur rapport était courtois mais distant. Leurs regards se croisèrent un instant. Laurent porta la main à son front dans un salut respectueux, puis s'éloigna. Il avait compris. Cette page était définitivement tournée. La réception se déroula dans le salon de thé de Madame Dubois, qui avait insisté pour offrir l'événement. L'ironie était douce. La femme de ménage d'autrefois était maintenant honorée par ses anciennes patronnes. « Discours, discours !» réclamèrent les invités. Colette se leva, son verre à la main. Son cœur battait, mais d'émotion heureuse cette fois. Il y a 3 ans, j'ai vécu la pire humiliation de ma vie dans un salon bourgeois. J'ai été accusée, trahie, abandonnée par ceux qui prétendèrent m'aimer. Le silence se fit attentif, mais cette épreuve m'a appris quelque chose de précieux. La vraie noblesse ne vient pas du nom qu'on porte ou de l'argent qu'on possède. Elle vient du caractère, de l'intégrité, de la capacité à se relever quand on tombe. Elle regarda Julien avec tendresse. J'ai trouvé un homme qui me voit comme je suis vraiment. Pas comme une employée ou un faire-valoir, mais comme une partenaire. Quelqu'un qui a construit avec moi quelque chose de beau. Les applaudissements fusèrent. Marie essuya discrètement une larme. Aujourd'hui, je dirige une entreprise qui emploie 15 personnes. J'ai créé une fondation qui aide les femmes victimes de fausses accusations. J'ai prouvé qu'on peut transformer la douleur en force. Elle leva son verre. À tous ceux qui m'ont soutenue, merci. À ceux qui m'ont trahi, merci aussi. Sans eux, je ne serais jamais devenue celle que je suis aujourd'hui. L'assistance but en silence, touchée par ces mots de sagesse et de pardon. Plus tard dans la soirée, Colette et Julien se promenaient main dans la main le long de la Seine. Les lumières de Paris scintillaient sur l'eau comme des promesses d'avenir. « Tu regrettes parfois ?» demanda Julien. « Cette vie tranquille que tu avais avant ?» Colette sourit, repensant à la femme effacée qu'elle était autrefois. Jamais. Cette femme-là était endormie. Il a fallu qu'on la pousse au bout du gouffre pour qu'elle se réveille et découvre sa vraie force. Ils s'arrêtèrent sur le pont Neuf. En contrebas, un bateau-mouche glissait silencieusement, emmenant ses passagers vers de nouvelles destinations. « Et maintenant ?» murmura Julien. « Maintenant, on écrit notre histoire. Une belle histoire, construite sur l'honnêteté et l'amour véritable. » Quelque part dans Paris, dans un petit appartement qu'elle louait désormais à son ex-mari, Béatrice regardait par sa fenêtre. Sortie de prison depuis 1 an, elle vivait seule avec ses regrets. Sa réputation était détruite. Ses amis l'avaient abandonnée. Son fils la tenait pour responsable de leur déchéance. Elle aperçut au loin les lumières de la fête de mariage de Colette, qu'elle avait apprise par les journaux locaux. L'ancienne femme de ménage accusée à tort devient chef d'entreprise, avait titré Le Parisien. Pour la première fois depuis des années, Béatrice sourit tristement. Peut-être que la justice existait vraiment. Peut-être que ceux qui font le mal finissent par payer, et ceux qui subissent l'injustice finissent par triompher. Colette avait gagné plus qu'une revanche. Elle avait gagné une nouvelle vie, construite sur des fondations solides cette fois. L'amour, le respect, le travail honnête. La petite femme de ménage humiliée était devenue une femme accomplie et respectée, et c'était le plus beau des triomphes.